Mon invité aujourd'hui est quelqu'un qui est respecté dans le monde entier. Je le connais et je le respecte depuis de très très nombreuses années. Je suis honoré et ravi qu'il ait décidé d'apporter sa voix, qui fait autorité, à ce que nous faisons. Il s'appelle Praveen Swami. Il est basé en Inde, mais il couvre ce qui se passe dans le monde entier, en particulier dans le Sud global, dont je dirais qu'il est peut-être le principal expert. Avec cette introduction, Praveen, je vous laisse commencer. Ou préférez-vous que je vous pose quelques questions précises, à partir d'informations que nous avons l'honneur et le privilège de détenir et que nous estimons très importantes pour le monde entier? Car ce qui se passe en Asie occidentale ne reste pas en Asie occidentale. Cela affecte tout le monde. Souhaitez-vous donc que je procède ainsi? Tout d'abord, Zulfikar, merci beaucoup de m'accueillir sur votre chaîne. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui se passe en Asie occidentale a des répercussions sur le monde, pour la simple raison que l'Amérique est directement impliquée en Asie occidentale. Or, l'Amérique est aujourd'hui l'une des grandes puissances dans ce monde multipolaire. Donc, ce que je vous proposerais, bien sûr, si vous êtes d'accord, c'est peut-être de partager avec les téléspectateurs certaines de vos analyses. Ensuite, j'essaierai de les remettre en perspective. Avec plaisir, Praveen. Au cours des dernières 24 heures, on a assisté, selon moi, à un changement très important et spectaculaire dans la relation qui a défini ce conflit. C'est la relation entre les exigences de M. Trump, qui a formulé toutes sortes de demandes, alors même qu'il a signé un protocole d'accord. Mais pour des raisons que lui seul peut comprendre, il a décidé de ne pas les mettre en œuvre. Cela a entraîné un conflit qui a éclaté à de nombreuses reprises en affrontements meurtriers entre l'Iran et les États-Unis. Et puis évidemment, cela s'est étendu à l'ensemble du Golfe. Il y a quelques jours, on craignait que la situation ne dégénère. Et pour des raisons que nous connaissons, nous sommes très reconnaissants que quelqu'un ait réussi à faire comprendre à M. Trump que s'il allait au bout de sa campagne de pression maximale et s'il réduisait l'Iran à l'âge de pierre, alors les choses seraient réellement différentes. Terriblement, terriblement mauvais pour tout le monde. Donc nos informations, dont nous avons l'honneur de dire qu'elles sont privilégiées, indiquent que M. Trump a désormais décidé de respecter le protocole d'accord. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il aurait pu faire il y a 2 mois. Mais on nous dit qu'il a décidé de respecter ce protocole d'accord. On nous dit qu'il a fait savoir à l'Iran qu'il était disposé à proposer certains gestes de bonne volonté et nous commençons à en voir certains aspects rapportés dans la presse. Mais nous disposons d'informations bien plus détaillées à ce sujet que je vous demanderai d'aborder au fil de notre discussion. Ce sont aussi des informations que j'aimerais partager avec notre audience et vous voudrez peut-être les commenter également. Les choses évoluent dans une direction si positive que, à la demande des 2 parties, c'est-à-dire des États-Unis et de Téhéran, Asim Munir, qui a été un médiateur et une personnalité très importante dans tout ce processus, ainsi que le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, ont été envoyés par les 2 parties pour rencontrer le prince héritier saoudien, MBS, afin de le rallier. Car MBS a été très très affecté par tout ce qui s'est passé, et pas dans le bon sens. On craignait que les choses ne dégénèrent. On me dit donc que d'ici demain matin, heure d'Asie occidentale, une rencontre urgente sera organisée entre MBS et Asim Munir. Et comme vous le savez très bien, ce genre de réunion n'a pas lieu sans une très bonne raison. Alors, les choses avancent, heureusement, dans une très bonne direction. Espérons donc que nous assistons au début de la fin. Zulfikar, vous avez dit 2 ou 3 choses très importantes.
et je vais le formuler ainsi. D'abord, il ne s'agit plus du président Trump. Le président Trump n'a tout simplement plus d'options militaires. Sans entrer dans trop de détails, la réalité, et tout cela est de source ouverte, c'est qu'aujourd'hui, les Américains manquent cruellement de missiles et plus encore de missiles intercepteurs. C'est un premier élément. Il y a donc une forte contrainte. Deuxièmement, ils ont en réalité aucune option militaire. Ils ont essayé l'option aérienne. Ils ont mis en place le blocus naval. Cela n'a pas fait plier l'Iran. L'Iran reste là où il est, et ils n'ont donc aucune autre option. Et voici le plus important. Récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'un très haut responsable du CENTCOM a envoyé un email à ses jeunes officiers, à ses troupes, ainsi qu'à certains analystes américains, en leur demandant de proposer des méthodes créatives et non conventionnelles pour vaincre l'Iran. Cela ne me surprend pas du tout, pour une raison très simple. L'Iran ne se laisse pas intimider par vos porte-avions, par votre puissance aérienne, par vos grands navires, parce que tout cela relève de la guerre du XXe siècle. Ce que les Iraniens affrontent, c'est une guerre du XXIe siècle, avec des capacités spatiales. Nous savons tous maintenant que les Chinois les fournissent, avec leur système Beidou 3, ainsi que leurs drones et leurs missiles. Donc, du point de vue des Américains, ils sont absolument désemparés. L'armée américaine n'a aucune option, parce qu'elle réalise soudain qu'elle mène la mauvaise guerre. Voilà pour la première partie. La seconde, c'est que les Iraniens continuent de donner la priorité à la diplomatie. Ils ne sont pas pour la guerre. Ils ont gagné cette guerre. Ils ne sont pas pour la guerre. Et voici le point le plus important. Au cours des dernières 24 heures, le président iranien Pezeshkian a fait une déclaration très importante. Il a déclaré que le mémorandum d'entente d'Islamabad serait le centre de gravité des futures relations extérieures de l'Iran. C'est une déclaration très significative. Cela veut dire qu'une fois la guerre terminée, il pense déjà à l'après. Le mémorandum d'entente d'Islamabad sera le centre de gravité. Or, cela suggère immédiatement trois choses. La première, c'est que s'agissant de ce mémorandum d'entente d'Islamabad, et nous savons qu'il comporte 14 articles, les Iraniens ne feront absolument aucun compromis là-dessus. Il peut tout à fait y avoir un certain donnant-donnant, parce qu'ils sont favorables à la paix. Ils sont favorables à la diplomatie. Mais il n'y aura aucun compromis, car ce texte doit être le socle de leur politique étrangère. La deuxième chose qu'ils avancent, c'est que, de leur point de vue, c'est l'accord final. Vous voyez, ce protocole d'accord a été signé le 17, et ensuite il a été dit que les discussions se poursuivraient pendant 60 jours entre les médiateurs, puis les principales parties, c'est-à-dire l'Amérique et l'Iran. Après cela, l'accord final serait signé par les deux parties. Donc pour eux, c'est l'accord final. Et le troisième point, tout aussi important, c'est que les Iraniens appellent ce protocole d'accord, le protocole d'accord d'Islamabad. Et ce n'est pas tout. Outre le protocole d'accord signé par le président Trump et le président Pezeshkian, le premier ministre Shehbaz Sharif l'a également signé en tant que médiateur. Maintenant, quand on parle de ce protocole d'accord d'Islamabad, cela veut dire qu'ils attendent du Pakistan qu'il joue un rôle très important. Et ce rôle important, c'est qu'une fois que les forces américaines auront quitté l'Asie occidentale. Permettez-moi de m'arrêter là un instant pour revenir à ce que je disais. Mon point, c'est que, sur le terrain, on voit déjà que les Américains avaient au total 19 bases en Asie occidentale. La plupart sont soit hors service, soit détruites. Prenez la base au Qatar, qui est le quartier général avancé du commandement central, ou le quartier général régional des forces américaines. Les Américains l'ont d'abord déplacé du Qatar vers la Jordanie, en se disant « la Jordanie est à 1000 km de l'Iran, et maintenant il a été transféré en Israël ».
and now it has gone to Israel. Similarly, you see Kuwait, what's going on. So the De même, point to make is regardez le that Koweït, already the ce qui s'y passe. forces are out. Le point essentiel, c'est que les forces sont déjà déployées. Around Israel. Elles sont toutes concentrées en Israël et autour d'Israël. Et elles ont même du mal à défendre Israël. C'est donc là que les Pakistanais interviennent. Ils ne sont pas seulement des médiateurs. Ils sont aussi responsables du cadre islamique, qui remplacera le cadre américain en vigueur depuis des décennies en Asie occidentale. Dans ce contexte, deux choses importantes se sont produites. Premièrement, nous savons que les Saoudiens ont signé l'an dernier, en 2025, l'accord de sécurité avec le Pakistan. Le Koweït a récemment ratifié son accord de sécurité avec le Pakistan, qu'il avait signé en 2023. Ce n'est qu'une question de temps. 2023. It's a matter of time. More of these GCC countries, they will sign the security. Davantage de pays du CCG signeront cet accord de sécurité avec le Pakistan, cet accord militaire avec le Pakistan, à l'exception peut-être des Émirats arabes unis, car les Émirats, c'est une toute autre histoire. Et puis, il ne s'agit pas seulement de défendre l'Arabie saoudite. Il s'agit aussi d'aider les Iraniens dans le cadre islamique. Et dans ce contexte, j'estimerais que ce que vos sources vous ont dit correspond tout à fait. Le chef de l'armée pakistanaise et le premier ministre pakistanais se rendent maintenant en Arabie saoudite pour convaincre les Saoudiens. Leur dire, écoutez, nous parlons de sécurité collective. Nous parlons de tous les pays de la région qui travaillent ensemble et qui, pacifiquement, autour de la table des négociations, règlent leurs différends. At the negotiating table, deciding the differences. Now, I am referring to the Saudi Yemenis, Je fais maintenant référence au problème saoudo-yéménite, and which have qui a éclaté been going on et qui dure en réalité depuis 12 ans. but it got Mais il s'est embrasé après le bombardement de l'aéroport de Sanaa par les Saoudiens, alors qu'un avion civil iranien tentait d'y atterrir. Il transportait des Yéménites qui s'étaient rendus aux funérailles du guide suprême iranien. for the funeral of the Après cela, nous le savons, du point de vue des Yéménites, ils sont aujourd'hui dans une très bonne position. Ils ont fermé le détroit de la mer Rouge aux Saoudiens et ils peuvent faire bien davantage de dégâts. Ils ont frappé leur aéroport civil. Ils peuvent causer encore beaucoup plus de dégâts. Et évidemment, les Saoudiens veulent maintenant que les Pakistanais viennent les aider parce qu'il existe un accord de défense. Mais ce que les Saoudiens doivent comprendre, c'est qu'il s'agit d'un autre type d'accord de défense. Il ne concerne pas une sécurité absolue. It is not about absolute security, it's about collective security. It is Il s'agit de sécurité collective. Il s'agit de créer un cadre régional. Une grande partie du travail le plus difficile, en dehors des deux grandes puissances que sont la Chine et la Russie, sera accompli par le Pakistan. Cela sera fait par le chef de l'armée pakistanaise, par le premier ministre pakistanais. Et même le ministre des Affaires étrangères est très actif. Lui aussi fait la navette entre les capitales. L'idée générale, c'est qu'il se rend en Chine, rencontre Wang Yi et lui transmet les retours. Donc Zulfikar, le point essentiel, c'est que le Pakistan a un rôle énorme. C'est une responsabilité immense qu'il a accepté d'assumer, vous savez, à la demande des Iraniens. Et voici le dernier point que je veux souligner. Quand nous parlons du protocole d'accord d'Islamabad et du rôle croissant du Pakistan, nous parlons de l'Iran qui cherche à rassembler les musulmans. talking about Iran looking at getting the Muslims together. It is not about the various sects any Il ne s'agit plus des différentes sectes dans la sécurité collective. Il ne s'agit pas des chiites. Il ne s'agit pas des sunnites. Il ne s'agit pas de dire que l'Iran est une nation chiite, que le Pakistan est sunnite et que les Saoudiens sont sunnites. Non. Il s'agit des musulmans. Ils doivent se rassembler. Et c'est là qu'une fois encore, le Pakistan a un rôle immense à jouer. Et c'est quelque chose, Zulfikar, que j'ai déjà dit dans votre émission. Si nous regardons au-delà des renseignements qui nous parviennent, la réalité, c'est que le Pakistan est très profondément impliqué. Et comme le Pakistan entretient de bonnes relations avec les trois grandes puissances, il est impossible que le président Trump ne parle pas. Il doit parler au maréchal Asim Munir. Laissez-moi vous donner une autre information très intéressante que je viens de remarquer il y a peu.
update that I just noticed a little while back. Maybe it's yesterday's news that the Pakistanis C'est peut-être l'information d'hier. Les Pakistanais ont décidé de passer de WhatsApp à WeChat. C'est important parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de fuites et de problèmes de cybersécurité sur WhatsApp. Ils veulent donc être sur WeChat. Autrement dit, ce que cela m'indique, c'est que le Pakistan a compris qu'il fait partie du nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial qui prend forme en Asie occidentale, où les forces américaines sont contraintes de partir. Et cela aura un effet domino dans tous les théâtres du globe. Et c'est cela que signifie réellement l'ancien ordre, ou la défaite de l'Amérique en Asie occidentale. Voilà comment je voudrais voir les choses, Zulfikar. So this is the way I would like to see it, Zulfikar. Eh bien, excellente analyse pour laquelle vous êtes respecté dans le monde entier, Parveen. Et nous sommes très honorés de vous accueillir afin que notre public, qui est mondial, et nous sommes très heureux d'annoncer qu'il progresse de manière très significative, puisse vous entendre. Nous diffusons désormais en 14 langues et nous avons des auditeurs, littéralement, partout. Ils ont l'occasion d'écouter ce que je considère comme l'une des voix les plus respectées en géopolitique, particulièrement en ce qui concerne le théâtre ouest-asiatique. C'est extrêmement important, car si le pétrole n'est pas autorisé à circuler librement, comme cela a été le cas, alors très vite, toutes les économies s'effondreront. Je vais maintenant revenir sur nos informations parce que c'est récent, ça remonte aux dernières 24 heures, et ça confirme ce que nous disons sur cette chaîne depuis un moment, et à plusieurs reprises. Le protocole d'accord reste un point de gravité central. Et je pense que c'est le terme employé par les dirigeants iraniens, un centre de gravité. Même si certains disaient « non, c'est mort, c'est terminé », et ainsi de suite, nous avons toujours gardé l'espoir que non, cela reviendrait. Maintenant, nous le savons. C'est quelque chose que je suis heureux de rapporter à notre audience dans cette émission, et j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. On m'informe qu'avant le Covid, l'Iran avait accepté de reprendre le dialogue avec les États-Unis. Il y avait beaucoup de conflits internes en Iran où les gardiens de la révolution n'étaient pas intéressés par un accord, ni par le retour à quelque accord que ce soit. Et ils étaient vraiment très mécontents du président Pezeshkian, au point de lui demander de démissionner parce qu'ils estimaient qu'il cherchait à apaiser les États-Unis et qu'il faisait des choses qui n'étaient pas forcément dans le meilleur intérêt de l'Iran. Et puis, il y a cette information nouvelle pour nous. Mojtaba Khamenei, le guide suprême, a pris la décision finale d'aller de l'avant avec ce qui avait été obtenu par Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, et Pezeshkian, le président. Il leur a donné son feu vert, vous savez, pour leur demander de poursuivre. Encore une fois, uniquement sur le protocole d'accord, rien d'autre. Alors, comment interprétez-vous ce conflit interne? Et comment voyez-vous cela affecter ce qui pourrait se passer à l'avenir, alors que les gardiens de la révolution ne sont pas vraiment satisfaits à l'idée qu'un accord puisse de fait être conclu? Vous voyez, je suis entièrement d'accord avec vous, avec ce que vous avez dit. Et laissez-moi développer un peu. Rappelez-vous, lorsque le protocole d'accord a été signé le 17 juin, il y avait eu auparavant, là encore, une sorte de bras de fer entre les diplomates, les modérés, en Iran, et les gardiens de la révolution. Et l'enjeu, c'était de savoir si l'Iran devait se doter de l'arme nucléaire. C'était ça, la question. Et si vous vous en souvenez, le guide suprême, Mojtaba Khamenei, a dû publier une déclaration. Dans cette déclaration, il disait « Je peux avoir des divergences avec Pezeshkian, qui est à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. » Vous voyez, ce Conseil de sécurité nationale réunit les deux composantes.
It has the diplomatic component, it has the military component. So, Il y a la dimension diplomatique et il y a la dimension militaire. Le guide suprême a donc déclaré « Je peux avoir des divergences avec Pezeshkian, mais puisqu'il est le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, je suivrai ce qu'il dit. » C'est donc un premier élément. Pezeshkian est très proche du guide suprême et un équilibre considérable est maintenu entre les deux camps. Et la raison, laissez-moi vous l'expliquer, puis j'en viendrai à la situation actuelle. La raison pour laquelle le guide suprême était d'accord avec Pezeshkian, c'est qu'Araqchi, en mars, rappelez-vous, à la mi-mars, s'était rendu à Moscou, où il avait rencontré le président Poutine pendant 1h30. where he met up for hour and a half with President Putin. After that, he went to China. He met up. Après cela, il est allé en Chine. Il a rencontré son homologue, Wang Yi. Et lorsqu'il est revenu à Téhéran, il a, pour la première fois, parlé de la nécessité d'un nouveau cadre régional pour l'après-guerre. Or, s'il doit y avoir un cadre régional, et si l'Iran décide de développer des armes nucléaires, il en a la technologie, il peut le faire. Alors ce cadre régional ne fonctionnera pas. Car tous les pays du Conseil de coopération du Golfe verront l'Iran comme une puissance hégémonique, comme un tyran. Ils ne le verront pas comme un partenaire. Et c'est précisément à ce moment-là que ce qui a été annoncé risque de se produire. Et l'information, c'était que les Américains avaient proposé aux Saoudiens des capacités nucléaires, en échange, bien sûr, de la signature des accords d'Abraham. Donc le point à souligner, c'est que Pezeshkian suit les deux camps. Et c'est pour cette raison que le guide suprême est d'accord avec Pezeshkian. Sa parole doit être considérée comme le dernier mot, comme la parole du guide suprême lui-même. C'est ainsi que je vois les choses. Maintenant, venons-en au protocole d'accord. Comme je l'ai dit, Pezeshkian a déclaré que ce protocole d'accord serait le centre de gravité des futures relations extérieures de l'Iran, autrement dit, de sa politique étrangère. Donc, aucun compromis sur le protocole d'accord. Des ajustements seront apportés. Et des ajustements ont déjà été faits. Des ajustements ont été faits dans le sens où, tout récemment, s'agissant d'Ormuz, parlons d'Ormuz parce que c'est dans l'actualité, le président Trump dit que les discussions sont en cours et que très bientôt, vous savez, une annonce sera faite. Ce qui s'est passé, c'est que nous savons tous que les Américains faisaient pression sur les Omanais pour que la route du Nord, qui longe la côte iranienne, soit empruntée par tous les navires entrants, les pétroliers, et que la route du Sud, le long de la côte omanaise, soit empruntée par tous les navires sortants. Les Iraniens ont rejeté cela. Ils ont donc fait un compromis en disant « D'accord, les navires entrants peuvent passer du côté iranien, mais les Omanais tiendront les Iraniens pleinement informés. » Tout ce qui sortira par les eaux omanaises sera signalé. Le contrôle du détroit d'Ormuz restera donc entre les mains de l'Iran. Ils ne feront pas de compromis. Une autre information concerne le détroit d'Ormuz. Les Iraniens et les Omanais envisageraient aussi d'utiliser la voie centrale. Vous voyez, il y a actuellement une voie entrante, une voie sortante, et au centre, des mines ont été posées par la marine des gardiens de la Révolution. Selon ces informations, la voie centrale sera déminée par la marine des gardiens de la Révolution. Elle pourrait donc, elle aussi, devenir une voie de navigation. Et bien sûr, les modalités de sa gestion seront discutées plus tard entre les Omanais et les Iraniens. Donc, ce que je veux dire, c'est que, quoi que le président Trump continue de dire du point de vue des Iraniens, ils garderont le contrôle du détroit d'Ormuz et ils veilleront à ce que les choses se passent comme ils l'entendent. Par exemple, pour revenir au détroit d'Ormuz, j'entends maintenant que les Iraniens posent une condition pour qu'il soit ouvert. Ils disent que d'abord, les Américains doivent lever le blocus naval. Si vous regardez le protocole d'accord, il est question de lever le blocus naval dans les 30 jours suivant sa signature. Eux le veulent maintenant.
Ensuite, ils veulent d'abord que les sanctions qui empêchent l'Iran de vendre son pétrole, son gaz, ses produits pétrochimiques, tout cela soit levé immédiatement. Petrochemicals, all that should be lifted immediately. And some reports, credible reports, are also talking about Et certains rapports, des rapports crédibles, parlent aussi du fait que les Iraniens veulent une reconnaissance officielle de la part des Américains. Après l'expiration de 60 jours, période durant laquelle aucun droit ne sera facturé, il faudrait ensuite instaurer une sorte de droit de transit, fixé après concertation. Les Iraniens consulteront leur partenaire côtier, qui est Oman, au regard du droit international, disent-ils, ainsi que les États riverains. Tous les pays du Conseil de coopération du Golfe qui veulent utiliser le détroit d'Ormuz. Donc ce que je dis, Zulfikar, c'est que les Iraniens ont gagné cette guerre. Ils ne feront pas de compromis. Ils seront peut-être disposés à céder un peu et à obtenir quelque chose en retour, mais ils resteront fermes sur certains engagements parce que c'est la base de leurs futures relations étrangères. Eh bien, encore une excellente analyse. Je n'ai pas besoin de le dire, mais je tiens à le dire. Excellente analyse. J'aimerais ajouter quelques éléments supplémentaires que nous tenons de sources fiables qui nous parlent. Il y a 2 ou 3 choses que je pense que notre public apprécierait de savoir. Au cours de la dernière semaine, une certaine distance s'est créée entre Trump et son maréchal de terrain favori, Asim Munir. Et il y avait une politique interne à Washington qui a créé cette distance. La raison, c'est qu'en concertation avec les Iraniens, Trump et les Américains de Washington, Asim Ali insistait de plus en plus sur le fait que Washington devait comprendre et appliquer ce que l'Iran exigeait. Car selon lui, c'était la base équitable pour négocier, pour faire avancer les choses. Et Trump n'a pas aimé entendre ça. Évidemment, il veut entendre que tout joue en sa faveur, qu'il est le meilleur, que tout ce qui sort de sa bouche est brillant, etc., etc. Et Asim Ali ne disait pas ça. Donc, une certaine distance commençait à se créer. Nous l'avons aussi remarqué dans la presse, parce que Trump ne parlait plus d'Asim Munir. Il parlait, vous savez, de passer par MBS et ainsi de suite. D'après ce que nous comprenons, l'Iran a désormais fait très clairement savoir aux Américains que toute négociation qui aurait lieu impliquerait, comme médiateurs centraux, Asim Munir, Shahbaz Sharif et Faisal, et que tout ce qui en sortirait passerait par ce canal de médiation. Et à la suite de cela, nous voyons le premier signe visible. Asim Munir et Shahbaz Sharif sont en route, ou peut-être déjà à Riyad en ce moment, pour parler à MBS. J'aimerais vous faire part d'informations supplémentaires et avoir vos commentaires à ce sujet. En Iran, d'après ce que nous comprenons, d'après ce que je comprends, après le guide suprême, la personne qui compte peut-être le plus dans la structure du pouvoir est Ghalibaf, le président du Parlement. Et, de mon point de vue, c'est très important. Il a été invité par le président du Parlement pakistanais à venir visiter le Pakistan pendant les célébrations de la fête nationale. Vous savez, d'ici une semaine. Et c'est très important parce que le Pakistan invite rarement des dignitaires étrangers à cette occasion. Donc évidemment, c'est une couverture. Nous pensons qu'il est juste de fournir une sorte de couverture diplomatique à ce qui va réellement se passer. Des négociations sérieuses, très sérieuses, entre le Pakistan et l'Iran sur l'avenir de leurs relations et sur la position qu'ils présenteront à M. Trump. Car cette position laisserait très peu de marge de manœuvre par rapport à ce que nous savons déjà. Je veux dire, d'après ce que nous savons, l'Iran va faire preuve d'une certaine flexibilité, mais pas trop. Et une information supplémentaire, vraiment très importante, c'est que l'Iran est parvenu à un accord avec Oman sur la manière de gérer le détroit d'Ormuz. Ce n'est plus une question qu'ils sont disposés à débattre avec les Américains.
Ils sont parvenus à un accord. Oman a accepté de contrôler le corridor sortant, le corridor sud. Mais, et c'est un très gros mais, quoi qu'il en soit, Téhéran aura le dernier mot s'il y a une décision à prendre. Et bien sûr, l'Iran va contrôler le corridor entrant. Donc, nous voyons cela se mettre en place. Nous voyons quelque chose dont vous parlez depuis longtemps. Bien sûr, il faut souligner que le Pakistan ne peut rien faire de tel tout seul. Il ne peut rien faire seul. Et nous l'avons dit sur cette chaîne. Derrière le Pakistan, il y a la main très très ferme de la Chine, en particulier de Wang Yi. Et cette main soutient également l'Iran. Nous avons rapporté sur notre chaîne que des armements avancés considérables ont été acheminés vers l'Iran via Gwadar. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi rapporté sur notre chaîne quelque chose dont nous sommes très fortement convaincus que c'est en fait la vérité, et qui n'a été rapporté ni dans la presse occidentale, ni nulle part ailleurs. Des techniciens pakistanais, des techniciens hautement qualifiés, se sont rendus sur place pour aider rapidement l'Iran à s'adapter à ses armements avancés, à ses systèmes d'armes avancés, au système Beidou, afin de tout intégrer. Vous dites donc depuis longtemps que le monde n'est plus bipolaire, mais multipolaire. Et nous le voyons se produire. Alors quel sera l'avenir des États-Unis dans un an à partir d'aujourd'hui? Alors Zulfikar, permettez-moi de remettre un peu en perspective certaines des choses que vous avez dites, telles que je les vois, si vous me le permettez. Je vous en prie, allez-y. Oui. Alors première chose, dans toutes ces discussions, quand le président Trump s'exprimait depuis la Maison-Blanche, il a mentionné des médiateurs. Il n'a pas mentionné le Pakistan. D'après ce que je comprends, à ce moment-là, il donnait les noms des pays concernés. Le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, surtout les Saoudiens. Il lui avait demandé de ne pas poursuivre le bombardement des infrastructures énergétiques de l'Iran. Oui, c'est ce qu'il avait dit. Et c'est évidemment très compréhensible si l'on se place du point de vue des pays du CCG, parce qu'ils seraient dans une très mauvaise situation. Il ne resterait plus rien d'eux si l'Iran ripostait de la même manière sur les pays du CCG à ce que les Américains font sur son sol. Cette partie-là est compréhensible. Maintenant, concernant le rôle de médiation auprès du président Trump, il ne fait aucun doute qu'il existe aux États-Unis un lobby sioniste très puissant, et vous le savez mieux que moi. Oui. Et les Israéliens, et surtout les sionistes, s'opposent à la médiation, ou au rôle que joue le Pakistan. Cela ne fait aucun doute. Nous savons aussi que cette guerre a commencé parce que Netanyahou a réussi à convaincre Trump que ce serait une promenade de santé. Il y a donc eu des discussions disant « Écoutez, maintenant le médiateur, c'est le Qatar. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Comprenons un point. Le Pakistan, et en particulier le maréchal Asim Munir, qu'on l'apprécie ou non, est indispensable. Il est le lien indispensable entre Trump et les plus hautes autorités iraniennes. C'est la réalité. Et les Iraniens l'ont reconnu dans le protocole d'accord d'Islamabad. Donc quand on regarde cela, il devient très clair que Ghalibaf a été invité le 14 août pour leur fête de l'indépendance. Cela a parfaitement du sens. Maintenant, concernant l'Iran et ses relations avec Oman, je voudrais rappeler à votre public que l'Iran et Oman parlent de sécurité maritime depuis 1974. Cela remonte à aussi loin. En fait, après la révolution en Iran, en 1969, les Iraniens ont repris contact avec Oman vers 2001. Ce sont les deux pays côtiers. Ils ont repris contact avec Oman et les discussions sur la sécurité ont recommencé. Ces deux pays étaient parfaitement clairs. Ils ont parlé d'administration. Ils étaient parfaitement clairs sur le fait qu'il s'agit d'une voie navigable intérieure à usage international. Parce qu'il est important pour l'Iran d'associer Oman, pour une raison simple, sans entrer dans les détails.
For the simple reason, not to go in the details, all your viewers know that when you look at the Tous vos téléspectateurs savent que, lorsqu'on regarde les limites des eaux territoriales d'un pays, elles sont de 12 000 nautiques. Or, si l'on regarde le détroit d'Ormuz, sa largeur minimale est de 21 000 nautiques. Les deux pays côtiers doivent donc travailler ensemble pour dire que, oui, c'est une voie navigable intérieure. Ce n'est que maintenant, après le début de cette guerre, que l'Iran affirme qu'il s'agit d'une voie navigable intérieure, que notre souveraineté s'étend sur toute cette voie navigable et qu'elle est destinée à un usage international. Et la Chine et la Russie les soutiennent sur ce point. Il est donc logique qu'ils doivent toujours en discuter avec Oman. En fait, avec Oman, l'arrangement est très simple. L'autorité des États du Golfe Persique regroupe les deux pays côtiers. La sécurité d'Ormuz relève exclusivement de la marine des gardiens de la Révolution. security of Hormuz is the exclusive domain of IRGC Navy. And as far as maritime fee is concerned, they have said that Et en ce qui concerne les droits maritimes, ils ont dit qu'ils consulteraient même les nations du littoral. Maintenant, pour répondre à votre question sur la façon dont je vois les choses dans un an, je pense que cette guerre ne peut pas durer très longtemps, pour la simple raison qu'elle affecte l'économie mondiale chaque jour. Et il faut aussi se souvenir qu'un rapport indiquait qu'aujourd'hui, les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis sont retombées au niveau où elles étaient en 1938, il y a 90 ans. Ensuite, en ce qui concerne Trump, il essuie beaucoup de... Vous savez, la base MAGA est extrêmement mécontente de lui. Et le fait est que, comme nous le savons tous, il n'a pas la capacité de monter en puissance pour une guerre, parce que la production de tous ces missiles et missiles intercepteurs prend des années. and interceptor missiles, it takes years. And there's a shortage of all type of missiles, whether it is SM-3. Et il y a une pénurie de tous les types de missiles, qu'il s'agisse des SM-3, des SM-6, des THAAD ou des Patriotes. En fait, même si vous regardez les missiles intercepteurs israéliens, comme la Fronde de David ou le Dôme de Fer, tout cela est payé par les Américains. Donc il y a un gros problème. Ensuite, il n'a aucune option militaire. Et s'il veut poursuivre cette guerre, à un certain stade, il devra s'adresser au Congrès américain. À cause de cette résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973, vous savez. Et nous savons que la Chambre basse a récemment adopté une résolution contre la guerre. Et il sait aussi ce qui se passe sur le théâtre européen. Zelensky était à la Maison-Blanche pour lui demander des Patriots. D'où va-t-il sortir les Patriots? Il ne peut pas. From where will he give the Patriots? He can't. Because he has to first use them in West Asia. So the point I'm making Parce qu'il doit d'abord les utiliser en Asie occidentale. Donc ce que je veux dire, c'est que dans un an, cette guerre sera terminée. is the point that I want to make. Et une fois cette guerre terminée, voici le point que je veux souligner. Beaucoup d'analystes américains disent que l'impact ou l'issue de cette guerre sera le passage d'un monde unipolaire à un monde multipolaire. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je vais vous l'expliquer très brièvement. Vous voyez, selon mon analyse, le monde est devenu multipolaire en 2013. 2013, c'est l'année où Xi Jinping a annoncé l'initiative des nouvelles routes de la soie. 2013 is the year C'est l'année Xi Jinping announced où il est devenu clair pour les Chinois que leur ascension géoéconomique était assurée, qu'ils étaient désormais une puissance mondiale, qu'ils étaient l'une des puissances du monde multipolaire, tout comme l'Amérique. that they are one of the powers in the multipolar world, just like America. And what Xi Jinping did was in 20 Et ce que Xi Jinping a fait dès 2013, en mars 2013, vous vous en souvenez peut-être, il est arrivé au pouvoir en novembre 2012. Sa première visite à l'étranger, en mars 2013, a été en Russie. Et en Russie, les deux dirigeants ont élaboré la vision du nouvel ordre mondial, dont il a également parlé à l'Institut d'État des Relations internationales de Moscou. Donc ce que je veux dire, c'est que Xi Jinping était très clair. Il devait parler avec Poutine, parce que la Russie aussi est une grande puissance, et que les deux grandes puissances doivent travailler ensemble. Donc, selon mon analyse, le monde est devenu multipolaire en 2013. Je ne suis même pas d'accord avec John Mearsheimer, vous savez, qui est très respecté,
immensément respecté. J'ai beaucoup appris de lui. Hugely respected. I have learned a lot from him. But I don't agree when he says it became multipolar in Mais 2017. je ne suis pas d'accord quand il dit que le monde est devenu multipolaire en 2017 et que maintenant, les analystes disent qu'il le deviendra après cette guerre. Ce qui se passera après cette guerre, c'est que dans le monde multipolaire, où il y a trois grandes puissances, l'Amérique, la Chine et la Russie, le statut de grande puissance de l'Amérique va considérablement, énormément diminuer. Aujourd'hui, elle a même du mal à dominer sa propre région, l'hémisphère occidental. Et concernant l'issue de la guerre pour le reste du monde, ce sera l'ascension accélérée du nouvel ordre mondial ou du Sud global. C'est là que l'Iran et le Pakistan jouent un rôle très important. And this is where Iran and Pakistan are playing a very important role. And this is where, this Dmitry, Et c'est là que, vous savez, ce Dmitri, ce dirigeant russe qui a aussi été président, Medvedev, j'ai vu l'un de ses tweets où il était dit que le Harris des BRICS pourrait très bien devenir Russie, Iran, Chine au lieu de Russie, Inde, Chine. Parce que Russie, Iran, Chine devient alors la voie du Sud global. Donc Zulfikar, nous allons assister à des changements très importants une fois que cette guerre sera terminée. Et cette guerre ne peut pas durer comme la guerre du Vietnam ou la guerre d'Afghanistan. Pour une raison simple. Premièrement, le monde est multipolaire. Deuxièmement, chaque jour, l'économie mondiale est touchée. C'est aussi simple que ça. Voilà comment je vois les choses. Dans un an, des temps très difficiles pour l'Amérique. this is the way I see 1 year from now, very bad times for America. I completely second that. I totally second that. And Je partage entièrement cet avis. Je le partage totalement. Et juste pour conclure cette excellente discussion, c'est quelque chose dont j'ai personnellement une assez bonne connaissance, parce que j'ai participé à sa mise en place au début des années 70, en travaillant dans l'équipe du secrétaire Simon à l'époque. À mon sens, le pétrodollar s'effondrera une fois que ce nouvel ordre sera en place. Les États-Unis ne pourront plus dicter aux pays du Golfe les conditions auxquelles ils fixent le prix de leur pétrole en dollars, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, parce qu'ils ne seront plus en mesure d'assurer leur sécurité. En fait, je vais prendre le risque de le dire, la plupart de ces bases seront évacuées d'ici un an. Donc si les bases sont évacuées, si les États-Unis ne sont plus considérés comme un garant de la sécurité, et si le régime du pétrodollar commence à s'effondrer, comment les États-Unis vont-ils pouvoir assurer le service de leur dette de 40 000 milliards de dollars? how does the United States service its $40 trillion of debt? I agree entirely with you. I agree entirely with Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ils sont en grande difficulté. Et comment vont-ils financer leurs 780 bases réparties dans quelques 80 pays à travers le monde? Et une fois que ces bases vont se vider, comme nous l'avons déjà convenu, 19 bases, dont la plupart sont déjà neutralisées, cela aura un effet domino sur toutes les autres bases. Et le point que j'avais soulevé, c'est que les Saoudiens ont demandé au président Trump de ne pas procéder au bombardement. Certains rapports, des rapports crédibles, suggèrent même que les Saoudiens ont menacé « Nous vendrons vos obligations, vos bons du trésor. » Parce que si vous faites tout cela, il y aura de gros problèmes. Donc le pétrodollar est en grande difficulté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Petrodollar is in big trouble, there's no doubt about it. Parveen, je le dis sur notre chaîne, l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé tout cela, c'est l'effondrement du pétrodollar. Je le dis depuis longtemps. Mais vous êtes une analyste très respectée, une observatrice très respectée des événements géopolitiques qui se sont produits ces 10-15 dernières années, depuis que vous écrivez sur le sujet. Aujourd'hui, les États-Unis peuvent se livrer à toutes ces manigances. Et je le dis de manière très polie. C'est bien pire que ça, parce qu'ils ont la capacité d'imprimer, d'imprimer, d'imprimer et d'imprimer encore.
Mais avec l'effondrement du pétrodollar, le dollar va devenir en substance une marchandise sans valeur. Beaucoup de papier, mais pas vraiment de valeur, parce que le prix des obligations va augmenter. Les États-Unis ne pourront plus faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire vendre tous leurs bons du Trésor avant même leur émission. Personne n'achètera tout ça. Alors comment pourront-ils faire? Et en plus de ça, il y a quelque chose que vous répétez sans cesse. Leurs forces armées sont des forces armées du XXe siècle. Et l'Iran l'a déjà prouvé. Je suis entièrement d'accord avec vous, Zulfikar. Absolument. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Eh bien, Parveen, je pourrais vous parler encore 1 heure, peut-être 2, mais notre temps est écoulé. Merci infiniment. Je suis profondément honoré et je vous remercie sincèrement d'avoir partagé vos réflexions, votre sagesse avec moi et avec notre public partout dans le monde. Et la semaine prochaine, quand nous reviendrons, je pense que nous devrions parler du statut des États-Unis après la guerre. Potentiellement non plus comme une grande puissance, mais comme une puissance en déclin, une grande puissance en déclin. Alors merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à notre public pour votre soutien. Si vous aimez ce que nous faisons, veuillez cliquer sur le bouton pour vous abonner. Rendez-vous sur notre chaîne Substack où nous avons le même protocole de transition. Devenez membre payant et nous vous enverrons toutes ces notes d'information sur la sécurité dans votre boîte mail chaque semaine, désormais 2 fois par semaine. Je vous dis donc au revoir et je veux vous remercier une dernière fois. Parveen, allez-y, je vous en prie, ayez le dernier mot. Moi, Zulfikar, je suis toujours ravi d'être sur votre chaîne. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Je vais appuyer sur le bouton d'arrêt.